Et donc, avant de commencer la séance, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important tout à l'heure. C'est que j'ai trouvé qu'après plus de 10 ans d'animation de ces séances, il était temps de passer la main pour qu'il y ait des gens plus jeunes, plus dynamiques. Et donc, l'Académie de chirurgie a demandé à Emmanuel Martineau de reprendre en charge toutes ces séances de recherche et d'attribution des prix. J'en suis d'autant plus content que c'était mon interne. Deuxièmement, qui fait vraiment de la recherche et du travail extrêmement innovant dans la chirurgie thoracique et la chirurgie de la trachée et des bronches, et que donc je le trouve extrêmement à même d'animer ces séances de recherche clinique et expérimentale. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Je resterai à tes côtés pour t'aider si tu veux. Et je ne veux plus assurer le leadership. Il faut changer. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très important hein, pour les plus jeunes de pouvoir continuer ces journées, en particulier valoriser la recherche, quand même pour beaucoup d'entre nous un fil directeur de nos activités, voilà, en parallèle de nos activités cliniques. Voilà, on va débuter. On va débuter. Et j'appelle Julien Epailly, Damien, qui va nous parler de l'impact d'une stratégie de planification préopératoire dédiée avant exérèse pulmonaire par chirurgie minimalement invasive, avec une présentation de 20 minutes, 15 minutes et 5 de discussion. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur le Président du jury, Madame, Monsieur le modérateur, chers collègues, c'est un immense honneur pour moi et un plaisir que de vous présenter ce travail que j'ai réalisé au cours de mon année à Marseille. Avant toute chose, je souhaiterais vous rappeler que le cancer du poumon reste la première cause de mortalité par cancer en France et dans le monde, et qu'il se classe au 2e rang chez les hommes et 3e rang chez les femmes en termes d'incidence. Son principal facteur de risque, c'est le tabac. Et en pratique, ça signifie que chaque jour en France, il y a 144 nouveaux cas de cancer du poumon qui sont diagnostiqués. Et parmi ces cas, il n'y en a que 15% qui sont diagnostiqués au stade opérable. En effet, actuellement, et pour encore un certain temps, la chirurgie reste le traitement optimal pour les cancers de stade localisé et repose sur une exérèse anatomique pulmonaire. Et le gold standard, c'est la lobectomie associée à un curage ganglionnaire radical, et ce depuis les années 90. Alors, je vous rassure, depuis les années 90, il y a quand même eu un certain nombre d'évolutions sur le plan chirurgical, d'une part d'un point de vue technique et d'autre part d'un point de vue oncologique. D'un point de vue technique, ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années qu'on est passé des voies d'abord extensives en chirurgie ouverte par thoracotomie avec écartement des côtes aux chirurgies minimalement invasives par vidéothoracoscopie et vidéothoracoscopie robotiquement assistée, et ce pour diminuer le stress opératoire des patients. D'un point de vue oncologique, en 2022, il y a 3 études contrôlées randomisées qui sont parues, une japonaise et une américaine, qui ont mis en évidence que la segmentectomie pour les cancers du poumon localisés périphériques est aussi efficace en réalité que les lobectomies. Et la 3e, c'est une étude contrôlée randomisée anglaise qui a, pour une bonne part des gens, définitivement enterré le débat sur le fait que la vidéothoracoscopie était aussi efficace que la chirurgie ouverte pour la prise en charge du cancer du poumon, et qu'en plus, elle améliorait la récupération post-opératoire. Donc, au vu de tous ces éléments, on se retrouve dans une situation où on nous demande de réaliser des interventions qui sont plus complexes, tout en continuant d'assurer la sécurité de la prise en charge de nos patients et de continuer d'avoir des bons résultats. Alors, pourquoi je parle d'une augmentation de la complexité? C'est parce que les segments pulmonaires en fait, présentent une variation anatomique vasculaire extrêmement importante, et que pour pouvoir contrôler ces vaisseaux, on est obligé de réaliser une dissection qui est beaucoup plus distale, contrairement à la lobectomie, où en fait, dans la grande majorité des cas, la dissection du île et de la suture est amplement suffisante. En parlant de sécurité, en 2023, il y a une analyse multicentrique nationale qui est sortie et qui a mis en évidence que dans la chirurgie thoracique minimalement invasive, la grande majorité des événements indésirables péropératoires, c'est des événements en lien avec la technique et au premier lieu la survenue de blessures vasculaires dans 22% des cas, suivies par les blessures non vasculaires, les erreurs d'identification des structures et les erreurs de localisation des nodules pulmonaires. Alors,
Malgré tout ça, on a quand même un certain nombre d'outils pour nous aider à la réalisation de nos chirurgies et à l'aide à la décision. Il y a d'une part les reconstructions 3D pour mieux appréhender l'anatomie, mieux visualiser nos marges, l'utilisation de la fluorescence péropératoire pour mieux définir nos plantes intersegmentaires, éventuellement la localisation des nodules, ainsi que l'utilisation de fiduciaires pour pouvoir localiser des lésions de petite taille. Malgré tout, que ce soit dans la littérature ou en pratique, il n'y a pas de vraie stratégie de planification clairement établie pour l'ensemble des équipes. Nous, l'hypothèse qui est ressortie de tout ça, c'est qu'une stratégie de planification préopératoire dédiée avant la réalisation de chirurgie pulmonaire par voie minimalement invasive va nous permettre d'améliorer la réalisation de notre chirurgie, ses résultats et sa sécurité, en entraînant en fait une diminution des événements indésirables péropératoires. Alors pour le mettre en évidence, on a réalisé une étude transversale prospective monocentrique avec 2 cohortes, une cohorte avant et une cohorte après mise en place de cette planification. Les patients qui étaient inclus, c'était l'ensemble des patients qui nécessitaient une exérèse pulmonaire par voie minimalement invasive pour un cancer du poumon suspecté ou prouvé. La stratégie de planification, comme je vous le disais, je vais la décrire après, elle a eu lieu que pour la deuxième cohorte de 2022 à 2023. Notre critère de jugement principal, c'était le taux d'événements désirables péropératoires, vasculaires, non vasculaires, conversion, modification de la résection en cours de chirurgie, erreur de localisation des nodules. Et nos critères de jugement secondaire, c'était principalement la morbimortalité, les événements indésirables associés aux soins périopératoires et le changement de stratégie en cours de cette planification en termes de dissection ou de taille de résection. Cette étude elle a été validée par le comité d'éthique et de recherche de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Et notre planification, en fait, elle a été pensée sur le modèle des réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on se réunissait à plusieurs chirurgiens et on reprenait les scanners des patients. Si on le jugeait nécessaire, on demandait la reconstruction 3D, et ce dans le but d'évaluer la présence ou non de variations anatomiques ou de difficultés techniques qui étaient présentes. La deuxième chose qu'on évaluait, c'était le risque de conversion péropératoire, grâce à un score qui avait été développé par la société. Et ensuite, en fonction de tous ces éléments, on émettait des recommandations sur la stratégie chirurgicale avec plus ou moins des propositions de changement de la stratégie. Et ensuite, cette réunion elle était synthétisée dans une fiche qui était numérisée et intégrée dans le dossier des patients et partagée à l'ensemble de l'équipe. En pratique, les patients qui ont été exclus, c'est les patients qui ont soit pas reçu de chirurgie parce qu'il y avait une progression ou une régression des lésions, les patients qui ont bien entendu refusé la chirurgie, et enfin tous les patients qui n'ont pas bénéficié d'une résection anatomique au final. Au total, on a donc inclus 553 patients, 290 dans le groupe sans planification, 263 dans le groupe avec planification, et nos populations elles étaient comparables pour 40 variables préopératoires, à l'exception des scores ASA, l'utilisation de la chirurgie robotique et de l'antécédent de tumeur hépatique qui étaient tous plus élevés dans le groupe avec planification. Concernant notre critère de jugement principal, il y a eu une diminution d'environ 50% des événements désirables péropératoires. On est passé de 14,83% à 7,60%. Et lorsqu'on regarde dans le détail, il y a une disparition complète des erreurs d'identification. Il y a une diminution par 2 des plaies non vasculaires, une diminution de 50% des conversions pour difficulté de dissection et une diminution des résections inappropriées. Concernant nos critères de jugement secondaire, on a observé une diminution d'environ 10% des événements indésirables associés aux soins périopératoires et pas de différence significative pour les conversions dans leur ensemble et les complications post-opératoires. Il y a un dernier résultat que je voudrais vous partager, c'est l'impact de la planification sur la modification de nos stratégies. Il y a quasiment un quart des patients pour lesquels on a fait une planification qui ont bénéficié d'un changement de stratégie. Et ça veut dire qu'il y a un patient sur 10 en fait, pour lequel on a décidé de changer la taille de la résection prévue initialement. Alors pourquoi probablement parce qu'il y a des bonnes segmentectomies, des mauvaises segmentectomies. Il y a les segmentectomies où en fait, on n'aura pas des marges suffisantes et les segmentectomies où en fait, on aura des bonnes marges. Et c'est pour ça aussi que en fait, il y a eu un impact plus important pour les patients pour lesquels on envisageait une segmentectomie, puisqu'on a 35% de modification de stratégie pour les segmentectomies versus 16% pour les lobectomies. Quand on prend un peu de recul et qu'on essaie de regarder dans la littérature, en fait, on se rend compte qu'on a un taux d'événements indésirables péropératoires qui est quand même plus élevé que dans la littérature. 11,39% dans l'ensemble de la cohorte et 7,60% après planification. Et en fait, cette différence elle est probablement due au fait que dans la littérature,
souvent les équipes s'intéressent uniquement aux événements indésirables graves en péropératoire. Tandis que nous, du fait de notre méthodologie prospective, on a essayé d'être plus exhaustif sur les événements, et même les événements de bas grade, finalement, on les a rapportés, et c'est probablement pour ça qu'il y a cette différence qui apparaît. On l'a vu, la stratégie a permis de diminuer les événements indésirables péropératoires, mais également les événements indésirables associés aux soins périopératoires. Alors, ce qu'on pense, c'est que probablement que du fait de cette planification, il y a eu une anticipation du matériel nécessaire et des problématiques logistiques qui peuvent survenir, qui fait que tous les événements indésirables liés en fait au parcours de soins des patients, on a permis de les diminuer. C'est pour ça qu'au niveau des événements indésirables périopératoires, il y a une diminution. Enfin, l'impact qui sont plus importants dans la segmentectomie, comme je vous le disais, c'est probablement parce que c'est des chirurgies qui en fait sont plus complexes techniquement au cours de leur réalisation, mais également plus complexes dans leur indication. Il y a tout ce débat de c'est quoi des bonnes marges? Est-ce que les marges en chirurgie thoracique, il faut les prendre poumon inflaté, poumon exsufflé? Et ça, mine de rien, c'est pas toujours très évident à anticiper. Enfin, comme toute étude, il y a des limites. La première, c'est que c'est une étude qui a été réalisée que dans un seul centre. Et de ce fait, tous nos résultats, ils ne sont pas forcément extrapolables à l'ensemble des populations, à l'ensemble des centres, en France ou dans le monde. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue méthodologique, c'est une étude prospective transversale, ce n'est pas un essai contrôlé randomisé. Donc, d'un point de vue méthodologique, forcément, on n'est pas face à ce qui est le plus rigoureux, même si on est sur quelque chose de prospectif. Enfin, la dernière chose, c'est que au cours de ces planifications, finalement, on n'a utilisé qu'une seule solution de reconstruction 3D, alors que sur le marché, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Synapse, il y a Osiris, il y a Visible Patient. On aurait pu utiliser différentes choses. Pour terminer, je voudrais finir sur l'avenir, ce qui vient après. Là, on a fait de la planification préopératoire, mais on n'a pas du tout regardé en fait l'utilisation de cette planification, l'utilisation des reconstructions, l'utilisation des images au bloc. Et en fait, c'est une évolution qui est déjà en chemin. Puisqu'on est passé de l'imagerie en salle à l'image dans l'image avec le robot. Et là, mon collègue, ce n'est pas des lunettes de soleil qu'il a, c'est des lunettes de réalité virtuelle. Et peut-être que demain, en fait, ce qu'on aura, c'est la reconstruction ou les images directement manipulables alors qu'on est sur le champ. Et ça, c'est les choses qui nous restent à évaluer et ce vers quoi on veut aller. En conclusion, ce qu'on a mis en évidence, c'est que notre stratégie de planification préopératoire, elle a modifié notre stratégie dans environ un quart des cas, diminuer les risques opératoires et avec un effet qui semble plus important en cas de chirurgie complexe. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, très belle étude. Plusieurs remarques, plusieurs questions. Départ a cité trois articles assez récents. L'article du New England Journal of Medicine est plus un plaidoyer pour le wedge que pour la segmentectomie. Alors, c'est un peu le débat. Alors ça, c'est très américano-américain, où effectivement, ils sont sur les Américains, ils sont sur les résections infralobaires, que ce soit segmentectomie ou résection atypique, les wedges. Et effectivement, ça soulève tout un débat sur est-ce que le wedge, c'est vraiment quelque chose de valide. Et ça, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas exactement la réponse. Nous, en tout cas en France, dans l'ensemble, on est plus sur résection anatomique, toujours. Mais est-ce qu'un jour, on en arrivera à ne faire que des wedges? Peut-être, mais ça pose plein de questions sur le risque de récidive, à cause de les relais ganglionnaires pleuraux. Et je pense on n'a pas encore trouvé toutes les réponses et que ça va encore être à creuser et à débattre. Après, comme tu l'as dit très bien, il y a des bonnes segmentectomies et des moins bonnes. Et c'est vrai que quand on regarde dans la pyramide basale en particulier, très franchement, si on est honnête, il y a des segmentectomies qui ressemblent à des wedges et vice-versa. Tout à fait. Alors, là, dans l'étude, toutes les segmentectomies qui ont été réalisées, c'est des vraies segmentectomies avec artères, veines, bronches identifiables et il n'y a pas de wedge. Et effectivement, il y a bonne, mauvaise segmentectomie. Mais ça, c'est toute la problématique de. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on attend d'avoir les résultats à 5 ans pour pouvoir évaluer en fait les résultats oncologiques de tout ça et voir si le fait d'avoir fait cette planification, ça nous permet d'avoir des meilleurs résultats parce qu'on a mieux sélectionné les patients à qui on faisait des segmentectomies et ceux à qui on n'en faisait pas. Donc, il y a aussi tout le versant oncologique qui, là,
pu être évalué puisqu'on est encore trop précoce. Alors, une autre question, est-ce que tu penses aujourd'hui, grosso modo, il y a 3 types de logiciels sur le marché. Est-ce que tu penses que l'étude aurait été différente si tu avais utilisé un autre des 2 logiciels, des 3 logiciels? Alors, pratiquement, je pense que les 3 logiciels en termes de reconstruction et de qualité de reconstruction, je pense qu'ils valent. Après, c'est d'un point de vue économique que c'est un peu différent, puisqu'ils ont pour être 2 principaux, des modèles économiques très différents. Il y en a où c'est une licence, vous payez la licence et vous pouvez l'utiliser pour l'ensemble des patients que vous voulez sans qu'il y ait de limite de nombre. Tandis que l'autre, c'est plus un forfait. Vous payez pour chaque patient avec, c'est la mutuelle qui rembourse, mais en fonction du point de France où vous êtes et de la mutuelle, elle ne rembourse pas du tout pareil. Et ça, c'est vrai que ça peut un peu changer les choses. Parce que là, je ne l'ai pas dit, mais dans le programme de planification, la reconstruction n'était pas systématique, hein. C'était nous, en fonction de si on pensait que c'était nécessaire ou pas, qu'on l'a demandé. Donc, est-ce que si on avait eu l'autre logiciel, on l'aurait fait de manière systématique parce que ça ne coûtait pas d'argent? Je ne sais pas, peut-être. 2 dernières choses, après je laisse la parole, mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant et on a l'impression quand même que, et l'étude le démontre très bien, que c'est un plus. Là, je reviens de Shanghai, où c'est vraiment les rois de la segmentectomie, hein, les Chinois. Et j'ai été surpris. Moi, je m'attendais à voir des reconstructions pour tous les malades. Là, j'ai assisté, il y avait 14. Alors, il y a des équipes, c'est monstrueux, hein. C'est par là, sur l'équipe que je connais très bien, donc ils ont fait 14 patients. Alors, ils opèrent des patients que nous, on surveille, hein, par contre. Et par contre, aucune, j'aurais posé la question sur la reconstruction et préopératoire, justement, j'ai l'impression qu'ils ont arrêté. Alors, soit ils ont un tel volume qu'ils ont une expérience que nous, on n'a pas. C'est la première chose. C'est ça. La deuxième chose, c'est que je pense aussi qu'on n'a pas les mêmes patients. Mm. Euh, non, mais je pense qu'on n'opère pas les mêmes cancers et je pense qu'on n'a pas les mêmes patients. Et que ça, mine de rien, dans tout ce qui est dissection et de ce fait-là, derrière les risques en fait, vasculaires associés, ça doit avoir un impact. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'en font plus. Eh ben, j'ai pas réussi à Mais comprendre. Et dernière chose, bon, c'est ta conclusion, hein, c'est ça l'avenir, c'est fascinant. C'est-à-dire le jour où, en fait, en opérant, on aura une reconstruction en temps réel. Alors, c'est compliqué au niveau thoracique parce que le poumon, une fois qu'il est exclu, tous les repères ont changé. Mais je crois que c'est un jour, c'est sûr, un jour, on aura ça. Et ça, c'est vraiment fascinant. C'est pour ça qu'il faut rester, bien sûr, très ouvert sur toutes ces avancées, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, moi, je voulais vous poser une question sur le plan logistique. Donc, Oui. en pratique, vous avez un scanner pulmonaire qui est reconstruit en 3D, c'est ça? En pratique, il y a le scanner du patient. Ouais, Et là, avec la solution qu'on a choisie, on extrait les DICOM, on envoie à la société. logiciel, ouais. Eux, ils font la Ouais. reconstruction 3D. Et après, on peut relire avec un autre logiciel. D'accord. Et donc, c'est l'interne qui prépare le dossier, c'est ça? Je veux dire, Qui extrait les DICOM et qui les envoie, c'est ça? non, mais qui va analyser un peu les images reçues pour présenter, c'est nous. pour faire une proposition Non, thérapeutique. ça, c'est nous, c'est les chirurgiens. Les chirurgiens. C'est vraiment. Et donc, c'est en RCP, on discute, comme on Voilà, discutait c'est un avant. peu comme une D'accord. RCP où vraiment on est à plusieurs chirurgiens de l'équipe, on regarde les dossiers, on refait le point et en fonction de tous ces éléments, on se dit là, la segmentectomie, ça a l'air compliqué parce que en fait, les artères, ça ne va pas du tout comme d'habitude et il vaut mieux faire plus large ou au contraire faire peut-être des fois, on a dit, faire là une bisegmentectomie, ça va être plus compliqué que de faire un seul segment D'accord. et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vous pose cette question parce qu'actuellement, il y a une réforme de la nomenclature en cours. Et ce sujet de préparation à l'opération est très. Enfin, le OHN est très intéressé par cette charge de travail qui préopératoire. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas pour tous les patients, mais qu'il y aurait des points de travail en plus liés à la préparation à l'opération. Et même le coût, parce que c'est nous à Amiens, je le fais également, en orthopédie, c'est 1 000 € à peu près. La préparation, Ouais. en plus du geste chirurgical. Alors, nous, pour le coup,
Bon, nous, pour le coup, à Amiens, on a l'autre de reconstruction 3D, on a l'autre solution qui, c'est une licence. Donc, pour le coup, Ah entre ouais, guillemets, il n'y a pas de. Moi, je suis pas en licence. Ouais. Après, la Il y a licence, pas c'est forcément- 30 000. Hein. Ouais, après, voilà, Parfois, les après, directions, dans les périodes actuelles, là, où on fait des économies, Ça ça s'amortit. paraît pas grand-chose, hein, 30 000, mais L'amortir, oui. Et alors, j'ai une autre question sur. Vous nous avez montré, donc tout le monde s'intéresse aux claviers 3B, 4 et 5, bien sûr. Est-ce que vous évaluez les claviers 0? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clavier 0 normalement, mais, c'est les 100 mais complications. et c'est vraiment le parcours parfait, quoi. Voilà, le parcours parfait. Parce qu'il y a de plus en plus d'études sur les proms, tout ça, etc. Et c'est intéressant quand on est très performant de montrer qu'on a plus de claviers 0 que d'autres. Alors, là, pour le coup, malheureusement, en termes de complications, ben, on n'a pas mis en évidence de différence. Il y a, je crois, en termes de complications, il y a 2% de différence. Par contre, c'est vrai qu'en termes de sévérité, on a l'impression que même si on a autant, on a l'impression qu'elles sont moins graves. Mais ça ne ressort pas de manière statistique et c'est pas là-dessus qu'on a mis l'effort pour regarder. Dominique Franco a une question. J'avais un commentaire, une question classique dans les congrès. Premièrement, le wedge, parce que le foie, c'est pareil. Au point de vue marge de sécurité, il vaut mieux un bon wedge qu'une mauvaise segmentectomie. C'est la segmentectomie qui passe à ras des fesses de la tumeur, c'est pas bien. Ma deuxième question, elle concernait la durée d'intervention. Est-ce que, parce qu'à l'époque où on cherchait à optimiser les blocs opératoires, on en vient au coût, le fonctionnement des hôpitaux, est-ce que cette préparation à l'intervention vous permet de diminuer la durée de l'opération et donc de favoriser l'optimisation des blocs? Pas spécialement, en tout cas pas de manière statistiquement significative. Je crois que ça nous fait gagner 10 minutes en moyenne, mais ça ne sort pas plus que ça. 10 minutes par patient à Shanghai, ça fait beaucoup de temps. Oui, mais c'est pas choqué. Et dernière question, Éric Vico. Ouais. Oui, d'abord, je trouvais que c'était très, très intéressant comme démarche. Juste pour aller plus loin, je pense que typiquement, c'est quelque chose que vous devez présenter pour un PHRC en multicentrique pour justement permettre toutes les questions qui ont été posées et l'intérêt de cette affaire. Elle doit être évaluée très correctement, évidemment à un moment donné, puisque les techniques vont évoluer, mais je pense que vous avez tous les éléments pour faire un bon PHRC. Je vous remercie. Je peux juste poser une toute petite question avant la fin. Vous dites que vous faites une sorte de RCP avant l'intervention pour planifier, etc. En gros, hein, les RCP sont multidisciplinaires, on a souvent plusieurs disciplines. Vous, ça vous intéresserait pas d'y associer des radiologues ou vos anesthésistes en complément des chirurgiens qui sont là? Alors, sur le papier, ça pourrait être très bien. En pratique, c'est déjà très difficile de réussir à réunir les anesthésistes pour le staff de planification, pour le staff de programmation, les radiologues. Pensez aux radiologues aussi. Et du coup, sur le papier, effectivement, ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que d'un point de vue pratico-pratique, c'est toujours très compliqué de réussir à libérer plusieurs personnes de plusieurs spécialités. Maintenant, on le fait dans les RCP. Hein, oui, mais oui. C'est bien entre RCP, oncologie thoracique, RCP, greffe, RCP, pulmonaire, maladie rare, RCP. Donc, ça serait bien. Là, c'était pas facile. Je ne dis pas que dans l'avenir, c'est pas ce qui arrivera. Mais là, il fallait déjà montrer que ça marchait. Et maintenant, il faut essayer peut-être effectivement de voir comment faire mieux. Nous, depuis qu'on a pris un traiteur, les anesthésistes sont tous là. Hein. Mais on en revient encore au problème de financement. Et à Amiens, on a un autre problème, c'est les cadres de santé. Parce que hier, je faisais une prothèse de cheville sous robot qui a été annulée par le cadre de santé, mais j'ai toujours pas compris pourquoi. Il n'y avait plus d'IBOD à cause des urgences. Comment? Il n'y avait plus d'IBOD nécessaire à cause des urgences. Peu importe qu'il soit midi, il n'y avait pas le personnel. Je sais pas. Merci beaucoup. Merci, c'est Merci. remarquable. On avait envie de poser des questions supplémentaires.